La mairie de Cannes vous présente une série de 5 podcasts sur l'histoire de Cannes racontée par Franck Ferrand. Épisode 3, les prisonniers de la Smala d'Abdelkader. Le fameux masque de fer, rappelez-vous, était parti de l'île Sainte-Marguerite en 1698. Ça ne veut pas dire que le fort royal ait été libéré de tous ses prisonniers, loin de là. À l'époque, on était après la révocation de l'édit de Nantes, on a détenu pas mal de protestants au large de Cannes. Il y a eu également des détenus politiques qui avaient pu porter atteinte à la couronne, des ecclésiastiques à la vie dissolue ou des prisonniers de marque. Je pense dans les années 1770 à un jeune officier, Jouffroy d'Aban, qui plus tard sera l'inventeur du grand bateau à aubes, vous savez, et qui sera enfermé 2 ans au fort royal. Il y a eu également pas mal de prisonniers qui étaient ce qu'on appelle l'exemple même des prisonniers d'État. Un avocat et spéculateur qui s'était opposé à la monarchie, il s'appelait Duval des Préménil, par exemple. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tous aient été bien accueillis et bien traités, puisque on a même un cas de pendaison d'un soldat qui avait été accusé de vol, condamné et qui en 1760 s'est pendu à l'île Sainte-Marguerite. Pendant la Révolution française, des émigrés, des prêtres réfractaires ont été enfermés dans le fort et puis, à partir du consulat, ce sont des prisonniers italiens, des déserteurs des armées napoléoniennes qui sont venus les remplacer. Ensuite, on a vu des mamelouks égyptiens. On était là, évidemment, à l'époque de la Restauration. Bref, beaucoup de types de prisonniers qui se sont succédés. À partir de 1841, l'île Sainte-Marguerite va être désignée comme lieu d'internement pour un nouveau type de prisonniers. Ce sont ceux qui viennent d'Algérie, cette Algérie que la France à l'époque est en train de conquérir. Il y a sur l'île Sainte-Marguerite assez d'eau, pense-t-on. On a des constructions qui sont en bon état, la possibilité de loger environ 400 personnes. Bref, tout ça explique que les fameux rebelles qui tiennent tête à la France sur les terres algériennes soient dirigés vers l'île Sainte-Marguerite. C'est le cas aussi d'ailleurs en dehors des Algériens d'un certain nombre de Tunisiens. Le but en les envoyant là, c'est de saper la résistance de la population algérienne et d'obtenir la soumission des tribus et des territoires, bien entendu. Les premiers prisonniers algériens qui sont arrivés en France en juillet 1836 ont été débarqués à Marseille. 118 d'entre eux ont été débarqués à Marseille à l'initiative de Bugeaud, vous savez, qu'on avait chargé d'achever la conquête algérienne. C'est à l'île Sainte-Marguerite que l'on a emmené la plupart d'entre eux, et à partir de 1843, ils ne sont plus sur place qu'une quarantaine, mais ce sont des personnalités de marque, notamment un des officiers favoris d'Ahmed Bey, le bey de Constantine, un certain nombre de personnalités de ce genre. Par exemple, Ben Aïssa, celui qui avait été Premier ministre de la cité constantinoise, a été condamné pour fabrication de fausses monnaies et détenu à l'île Sainte-Marguerite, tout comme un certain nombre de sommités autour de lui. Le 26 juin 1843, un groupe de 290 prisonniers arrive sur cette île Sainte-Marguerite et quelques semaines plus tard, en août, 186 nouveaux prisonniers. Et là, ce sont des gens qui, pour l'essentiel, viennent de la Smala d'Abdelkader. De quoi s'agit-il ? Mais c'est ça, la grande affaire. Abdelkader, c'est le grand adversaire de l'armée française dans cette conquête de l'Algérie, un homme issu d'une famille aristocratique qui était né en 1808 dans la régence d'Alger, à l'époque intégrée à l'Empire ottoman. Abdelkader est un homme cultivé, lettré, qui a, dès l'âge de 20 ans, commencé à se dresser contre la France. Pas 20 ans, 24 ans il avait au moment où il a été désigné émir des croyants. 2 ans après la prise d'Alger par les troupes du roi Charles X à l'été 1830, il a réussi à unir les tribus, il a fondé un véritable État et c'est vers lui que se sont tournés les commandants français au moment de signer un premier accord de paix avec les Algériens. Premier et éphémère accord, on était là en 1834. C'est en 1937 que le traité de la Tafna a été signé entre Bugeaud et Abdelkader. Abdelkader qui devait reconnaître la souveraineté française en Algérie, même si on lui concédait environ les 2/3 du territoire, un immense territoire. En 1939,
Une force expéditionnaire française va violer le fameux traité et à ce moment-là, autour d'Abdelkader, c'est de nouveau la guerre, ou plutôt la guérilla, qui se révèle extrêmement efficace. Sauf que les hommes de Bugeaud entre-temps a été nommé gouverneur général, les hommes de Bugeaud ont peu à peu repris la main. Dans la matinée du 16 mai 1843, vers 11h, une colonne française, elle est composée de 500 cavaliers, elle s'approche de Taguin, on est au sud d'Alger, et elle est sous le commandement d'un des fils du roi Louis-Philippe, le roi qui à l'époque est en train de régner, c'est le duc d'Aumale. Un éclaireur musulman aperçoit la capitale d'Abdelkader. C'est une capitale ambulante. Oui, c'est assez extraordinaire. C'est une sorte de grand campement fortifié, si vous voulez, qui est composé de plusieurs enceintes circulaires et qui abrite pas moins de 20 000 personnes, dont 5 000 combattants. Et cette espèce de village armé se déplace. Eh bien, on va l'attaquer, ce village, on va l'attaquer, cette Smala, par surprise. Pendant un peu plus d'1 heure, les Français vont attaquer la Smala de partout et le bilan est terrible. 300 guerriers arabes tués, il n'y en a que 9 dans les rangs français et une douzaine de blessés. Les vainqueurs emportent l'important trésor de l'émir. Ils quittent la Smala avec plus de 3000 prisonniers, dont beaucoup seront libérés, mais il y en a d'autres qui se sont échappés également. C'est le cas notamment de la famille d'Abdelkader, mais des centaines de prisonniers restent aux mains des Français. On trouve notamment tout le proche entourage de l'émir, des cousins, des familiers, des secrétaires de l'émir, le fils et la mère d'un de ses proches conseillers, la tante d'un agent à Oran, etc., etc. Même son muezzin a été fait prisonnier dans cette affaire. Et pour tous ces prisonniers issus de la Smala d'Abdelkader vaincu, la destination, c'est l'île Sainte-Marguerite. Il va falloir organiser l'internement dans cette île Sainte-Marguerite avec l'arrivée de ces centaines de prisonniers de la Smala. Ce qu'on appelle les chefs et personnages marquants sous les rapports politiques et religieux sont affectés au château. Il y a une autre catégorie qui va comprendre les serviteurs de la maison de l'émir, un certain nombre de prisonniers de première classe, aussi les enfants de 10 à 15 ans, et puis une troisième catégorie avec simplement les domestiques, les enfants de 2 à 10 ans. Les soldes et les rations de pain, de riz, de sel, de bois ne sont évidemment pas les mêmes dans chacune de ces catégories. Mais si les prisonniers de la première catégorie bénéficient plutôt de bonnes conditions d'internement, il y a des problèmes avec les autres. Rapidement, l'île va compter 520 prisonniers. La situation est dramatique. On va essayer de fabriquer comme on peut de nouveaux locaux. Le château et les casernes sont littéralement surpeuplés. On n'a même plus assez d'eau potable. Prosper Mérimée, qui justement visitait les îles de Lérins quelques années plus tôt, écrivait en 1835 « L'île Saint-Honorat possède une source qui ne se tarit jamais, tandis que l'île Sainte-Marguerite n'a que de l'eau de citerne. » Eh oui, c'est bien ça le problème. Et puis, il n'y a pas assez de nourriture, évidemment. Tout ça coûte extrêmement cher. Les denrées disponibles, le pain, le riz notamment, ne correspondent pas au régime alimentaire habituel des prisonniers. Les enfants notamment manquent de lait. Il y a une infirmerie qu'on a mis en place avec tout le matériel nécessaire, mais il n'y a pas de matelas dans les lits.
Les maladies vont faire des ravages avec la syphilis, des rhumatismes, des fièvres, toutes sortes de maladies cutanées, ce qui fait que pas mal de prisonniers vont mourir, et ce sont les enfants qui sont les plus touchés. D'autres captifs vont aussi mourir tout simplement de chagrin. Ils meurent de la dépression, de l'éloignement, de l'ennui, et puis de l'incertitude de leur sort. Dans le même temps, un certain nombre de militaires et de médecins qui connaissent bien l'Algérie et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont arabophiles, vont avoir la charge de superviser les conditions de détention des prisonniers. Le lieutenant-général d'Hautpoul, notamment, qui commande la 8e division militaire, et les généraux qui sont placés sous ses ordres vont se rendre dans l'île. À l'été 43, le médecin Auguste Varnier va séjourner à Sainte-Marguerite. Il avait 9 ans plus tôt été envoyé à Oran pour combattre le choléra. Il avait été nommé commissaire adjoint au consulat de France à l'issue de la signature du traité de la Tafna, donc en 37. Bref, c'est un homme qui connaît bien l'Algérie. Il n'est pas le seul, il y a pas mal de gens qui sont des connaisseurs de l'Algérie et de ses populations parmi ceux qui gardent les prisonniers de Sainte-Marguerite. Voici ce que dit par exemple l'intendant militaire Dubouchet, qui pointe du doigt le manque d'occupation des captifs. « L'oisiveté est leur principale affaire, dit-il. On veille seulement à ce qu'ils entretiennent la propreté partout, et cette propreté existe au-delà de ce que je pouvais supposer. » Dans leurs rapports qui suivent leur tournée d'inspection et qui sont destinés au ministère de la Guerre, ces médecins vont préconiser pas mal de mesures d'urgence et d'abord désengorger l'île Sainte-Marguerite. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année 43, d'autres forts méditerranéens vont accueillir les prisonniers algériens. Le premier, c'est le fort Brescou, au large du Cap d'Agde. Et puis il y a 2 autres forts, un situé à Sète, un autre à Toulon, qui vont accueillir des prisonniers. Quant aux malades les plus graves, on les transfère sur le continent à Cannes pour essayer de les soigner à l'hôpital de Cannes. Parallèlement, on va essayer d'adopter un certain nombre d'améliorations. On livre de la semoule sur l'île. Il y a des chèvres maintenant pour donner du lait aux enfants. Ça met du temps, tout ça, bien entendu. L'habit standard du détenu va être remplacé par la tenue traditionnelle algérienne avec le burnou, les babouches, etc. À l'intérieur du fort, un local sert de mosquée et d'école ouverte aux filles et aux adultes qui souhaitent apprendre à lire et à écrire. On peut aussi citer la fourniture de livres aux détenus, principalement le Coran. Enfin, la mise en place d'un système de correspondance avec l'Algérie, puisque à mesure que se prolonge la captivité, on va voir se développer les mariages, les naissances, mais aussi les inhumations, bien entendu. Beaucoup de prisonniers ne sont pas connus sous leur vrai nom, en raison de l'enregistrement un peu hâtif dont ils ont fait l'objet au moment de leur capture. À partir de 1843, on a pu assister à un certain nombre de libérations parce que des prisonniers de guerre avaient décidé de prêter serment de fidélité aux Français. C'est le cas de la famille de Mohamed Belkaroubi, qui était le premier secrétaire d'Abdelkader et qui va se soumettre au nouveau maître de l'Algérie. Et cette famille peut quitter Sainte-Marguerite. Bugeaud considère que rapatrier des prisonniers de marque en Algérie avec leur famille, ça permettrait de pacifier la situation sur place. Et évidemment, ça permettrait aussi peut-être de créer la confusion du côté d'Abdelkader et d'obtenir d'autres soumissions ou de précieux renseignements sur l'émir, qui malgré son affaiblissement depuis la prise de sa fameuse Smala, résiste aux Français.
Le 21 décembre 1847, Abdelkader va se rendre au général Louis de la Mauricière. C'est la reddition qui a été rendue officielle, reddition au duc d'Aumale, qui était gouverneur général de l'Algérie. Abdelkader va être détenu en France, au fort Lamalgue à Toulon, et puis on l'envoie à Pau, et puis de Pau, vous savez bien qu'il a été envoyé au château d'Amboise. Il sera libéré par Napoléon III en 1852 et s'installera à Damas, où il ne mourra que plus de 30 ans plus tard, en 1883. Dans les semaines qui suivent la reddition de l'émir, la poignée de détenus de la Smala qui se trouve encore sur l'île Sainte-Marguerite est libérée, ce qui n'empêche pas le fort royal de continuer de détenir des prisonniers algériens. Ils sont encore 197 en 51 et en 1859, ce sont les derniers de ces prisonniers de la Smala qui vont quitter l'île pour être cette fois renvoyés en Algérie ou bien transférés pour certains en Corse. Sainte-Marguerite deviendra, sur ordre de Napoléon III, le lieu de détention de 600 Autrichiens. Et oui, on est au lendemain de la campagne d'Italie, n'est-ce pas, et de la victoire française de Montebello notamment. Lors de la répression de la révolte kabyle de 1870, certains chefs seront déportés sur l'île Sainte-Marguerite et une partie d'entre eux s'enrôleront dans la guerre de 70 en tant que volontaires. Le maire de Cannes, à l'époque, s'appelle Auguste Borgnole et à 2 reprises, il va demander la libération des prisonniers qui finalement seront transférés à Saint-Raphaël au début de 1871 et quelques années plus tard, à la suite d'une nouvelle révolte, des prisonniers algériens à nouveau seront détenus sur l'île comme s'il y avait en quelque sorte un tropisme. À l'échelle locale, la présence de tous ces captifs algériens sur l'île Sainte-Marguerite a suscité beaucoup de curiosité. Faut pas oublier qu'à l'époque, on s'intéressait énormément à l'Orient. Les peintres férus d'orientalisme se sont rendus sur l'île. Un photographe, Jean Giletta, a édité sous forme de carte postale des clichés de ces internés de l'île Sainte-Marguerite qui s'est retrouvé intégré à un circuit de visite pour touristes. Ça paraît assez invraisemblable. Et c'est vrai qu'il y avait une mode orientale à l'époque. On a vu se construire un peu partout sur la Côte d'Azur des villas mauresques. Au début des années 80, un ambitieux projet a même entrepris de transformer Sainte-Marguerite en une sorte de parc immense où auraient été installés un champ de course, un gymnase, des restaurants, un jardin d'acclimatation, etc. Tout ça dans un goût très oriental. Pour accéder à l'île, une jetée de 20 mètres de largeur serait construite entre la Pointe Croisette et le fameux fort. Un conseiller municipal de Cannes estimait en 1883, je cite, que la présence de ces indigènes devient une attraction, un but de promenade pour nos étrangers qui viennent chercher le soleil et la santé sous notre beau ciel. Les détentions vont cesser sur l'île Sainte-Marguerite à partir de 1884 et le seul lieu de détention pour les internés d'Algérie, ce sera à ce moment-là en Corse, le fort Torretta de Calvi. En 1873, un cimetière musulman est mentionné pour la première fois dont les sépultures sont probablement celles de notables et de combattants arabes et kabyles. Le cimetière en question a été redécouvert dans les années 1970 et il a fallu beaucoup de travail pour identifier les 274 hommes, femmes et enfants qui se trouvaient là et dans des tombes pour la plupart sans aucune épitaphe. Au total, entre 1841 et 1884, n'oublions pas que ce sont quelques 3 à 4 000 Algériens, mais aussi des Tunisiens, qui ont été déportés par l'armée française et incarcérés sans procès, ai-je besoin de le préciser, au fort de Sainte-Marguerite. Retrouvez l'ensemble de la série sur le site cannes.com et sur toutes les plateformes de streaming.